Bienvenue. Un seul homme tombe et tout un pays retient son souffle. Hmm. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'équipe du Sénégal, une des grandes favorites, s'apprête à jouer son 8e de finale. Un match sans filet. C'est ça, la pression maximale. Et la veille, la nouvelle tombe. Le capitaine, le pilier de la défense, est suspendu. C'est le scénario catastrophe. Et la question, ce n'est pas juste de savoir s'ils peuvent gagner sans lui, mais comment l'entraîneur va gérer cette crise. Et c'est là que notre source du jour entre en jeu. C'est un article du site wisport.com, daté du 2 janvier 2026. Il rapporte la conférence de presse de l'entraîneur, Pape Thiaw. Et à première vue, ça a l'air d'une dépêche sportive assez classique. Oui, tout à fait. Mais si on lit entre les lignes, c'est une véritable masterclass de communication de crise, de management. On va voir qu'en 3 phrases, il fait bien plus que répondre aux journalistes. Il tente de transformer une faiblesse évidente en une démonstration de force. Exactement. L'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça, de décortiquer cette stratégie. Comment, par la seule force des mots, un leader peut remodeler la réalité d'un groupe qui est en plein doute. C'est un jeu d'équilibriste. Absolument. Et on va analyser chaque mouvement. Alors pour commencer, posons le décor. Ouais. Le Sénégal affronte le Soudan le 3 janvier à Tanger. C'est un match à élimination directe. La pression est là. Et donc l'article nous apprend que la pièce maîtresse, Kalidou Koulibaly, ne jouera pas. Il faut bien mesurer l'onde de choc que ça présente. Koulibaly, c'est pas juste un nom sur une feuille de match. Non, c'est clair. C'est le capitaine. C'est l'organisateur. Celui qu'on surnomme le roc. Sa simple présence sur le terrain, ça calme tout le monde. Son absence, ça crée ce que les techniciens appellent un vide tactique. Qui va commander la ligne de défense, oui. Voilà. Qui va au duel, tout ça, mais surtout, et c'est peut-être pire, un vide psychologique. La question que tout le monde se pose, des supporters aux joueurs eux-mêmes, c'est est-ce qu'on est encore aussi fort sans lui ? Et c'est précisément cette question, qui est chargée d'anxiété, que les journalistes posent à Pape Thiaw. Et sa première réponse, celle qui va donner le ton, elle est citée dans l'article. Il dit « Comme je l'ai dit lors de précédentes conférences de presse, j'ai ramené 28 titulaires. » C'est une affirmation incroyablement audacieuse, non ? Ah oui ? Le risque est énorme. S'il perd le match, tout le monde va lui ressortir cette phrase. Le risque est colossal et c'est ce qui rend sa prise de parole si forte. Il aurait pu être prudent. Il aurait pu dire « on va s'adapter, on a des solutions ». Le discours habituel. Le discours habituel. Au lieu de ça, il fait un vrai pari managérial. Cette phrase « j'ai ramené 28 titulaires », c'est la première étape de sa stratégie. Il ne résout pas le problème, il le recadre. Ah, c'est intéressant ça. Le sujet n'est plus l'absence de Koulibaly, le sujet devient la force de notre collectif de 20 joueurs. C'est un renversement de perspective total. Il change complètement le récit. Complètement. Et en faisant ça, il agit sur plusieurs niveaux. Pour l'adversaire, pour la presse, le message est clair. Ne croyez pas une seconde qu'on est affaibli. Mais le plus important, c'est le message pour son propre groupe. Bien sûr. En psychologie du sport, on parle beaucoup de sécurité psychologique. L'idée qu'un athlète donne le meilleur quand il n'a pas peur de faire une erreur. En disant « vous êtes tous des titulaires », Thiaw crée un bouclier de sécurité. Il dit à celui qui va jouer « tu n'es pas un remplaçant qui doit imiter Koulibaly, tu es un titulaire qui va jouer ton propre rôle ». D'accord, je vois l'idée de renforcer la confiance, mais est-ce que paradoxalement, ça ne met pas une pression monstre sur les épaules du remplaçant ? C'est une excellente question. D'un coup, il doit non seulement faire son match, mais il devient le symbole vivant de la philosophie de son coach, sous les yeux de tout un continent. S'il se trouve, c'est pas seulement lui qui échoue, c'est toute la théorie des 28 titulaires qui s'effondrent avec lui. C'est vrai, et c'est là qu'on touche à la dualité de la pression. Oui, il y a une pression de performance, mais ce que Thiaw essaye de faire, c'est de la transformer en pression positive, en responsabilisation. Le message implicite, c'est « je crois tellement en toi que j'annonce publiquement que tu as le niveau ». C'est un carburant. Pour certains joueurs, c'est un carburant extraordinaire. Ça me fait penser un peu, même si c'est différent, à Aimé Jacquet en 98. Face à la presse, il avait créé un état de siège, un « nous contre le monde » qui a soudé le groupe. Oui. Thiaw fait autre chose, mais le but est le même. Créer une cohésion inébranlable face à l'adversité. Il ne se protège pas en blâmant les absences. Il expose sa philosophie et il met son groupe au défi de la valider. Donc il pose cette base philosophique très forte. Mais des mots seuls, ça ne suffit pas toujours. Il faut les rendre crédibles, il faut les ancrer dans une réalité pour que les joueurs y adhèrent vraiment.
Et c'est exactement la deuxième étape de sa communication. C'est la justification. Juste après avoir dit qu'il a 28 titulaires, l'article rapporte qu'il ajoute « ce sont des joueurs qui ont appris avec lui ». Cette phrase est peut-être moins spectaculaire que la première, mais elle est absolument cruciale. Elle vient donner du poids, de la substance à sa première déclaration. Ce n'est plus une simple affirmation, là. C'est une explication. Précisément. Il dit en substance « Ma confiance n'est pas aveugle. Elle est basée sur un processus, sur un travail de fond. L'idée qu'ils ont appris avec lui, ça suggère un système de mentorat, de transmission. D'accord. L'influence de Koulibaly ne s'arrête pas au match. Elle s'est diffusée dans le groupe, à l'entraînement, dans les discussions. L'héritage du capitaine est donc présent sur le terrain, même en son absence. Le remplaçant n'est pas parachuté là, il est le produit d'une culture. C'est fascinant, parce qu'on sort complètement du modèle du sauveur, du héros solitaire, pour aller vers une idée d'intelligence collective, de système résilient. Absolument. C'est une tendance qu'on voit partout, dans les entreprises, cette idée que la culture est plus importante que n'importe quel individu, même le meilleur. C'est ça. Il y a 20 ou 30 ans, un entraîneur dans cette situation, il aurait peut-être parlé de grinta et de rage de vaincre pour compenser la perte. Une approche très émotionnelle. Oui, il faut se battre pour lui. Voilà. L'approche de Pape Thiaou est beaucoup plus moderne, plus cérébrale. Il ne parle pas d'émotion, il parle de compétences et de transmission de savoir. Il dit que son équipe est un organisme qui a appris à fonctionner et que même si une cellule est absente, les autres connaissent le protocole. Et ça renforce la cohésion. La confiance ne vient pas seulement du coach, elle vient de la certitude que tout le monde sait quoi faire. Exactement. Et il ancre tout ça dans un pragmatisme très direct. L'article le cite, bien sûr, on aimerait qu'il soit là, mais ce n'est pas le cas. On va faire avec. Pas de lamentation, pas d'excuses. Ce « on va faire avec », c'est la touche finale. Il reconnaît la perte, ce qui le rend crédible. Il n'est pas dans le déni. Mais il la normalise immédiatement. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un fait de jeu. Un problème à résoudre. Ça envoie un message de maturité et de contrôle à son équipe. Les imprévus font partie du chemin, et on est équipé pour y faire face. D'accord, donc on a la première étape, il recadre le problème. La deuxième, il le justifie en parlant de l'apprentissage. Il a bâti la confiance en interne. Mais un match, ça se joue aussi contre un adversaire. Un adversaire qui écoute lui aussi. Et c'est là qu'arrive la troisième et dernière étape de sa stratégie, la protection de son plan de jeu. Après avoir ouvert les portes pour montrer la force de son vestiaire, la solidité de sa philosophie, il les referme brutalement. La dernière phrase de lui qui est citée dans l'article, c'est « Demain, on verra la paire qui débutera ce match ». Un grand classique, mais dans ce contexte, ça prend une saveur particulière. Ça complète parfaitement son intervention. C'est une manœuvre tactique qui montre qu'il est bien plus qu'un simple meneur d'hommes. Il a géré la communication pour le moral de ses troupes, maintenant il gère la com pour l'aspect stratégique. C'est malin. En entretenant le flou, il oblige l'entraîneur du Soudan à se préparer à plusieurs scénarios. Est-ce qu'il va mettre un profil similaire à Koulibaly ou un joueur plus rapide? Est-ce qu'il va changer de système? Chaque heure passée par le staff adverse à envisager ses possibilités... Mais c'est une heure qui ne passe pas à peaufiner leur propre plan. Exactement. C'est un petit avantage, mais à ce niveau, ça compte. Il a donc réussi ce grand écart. Être transparent sur sa philosophie pour rassurer son camp et être totalement opaque sur sa tactique pour déstabiliser l'adversaire. C'est un équilibre difficile à trouver. C'est l'art du management à très haut niveau. Il a donné à son public et à ses joueurs de quoi avoir confiance et à son adversaire, de quoi douter. Et je peux vous dire, une conférence de presse comme ça, ce n'est pas anodin. Les joueurs la regardent, ils en parlent. Quand ils voient leur coach afficher une telle maîtrise, une telle sérénité, ça doit être incroyablement rassurant. C'est leur dit, il y a un pilote dans l'avion et il sait exactement où il va. Quand on met tout ça bout à bout, l'image qui se dégage, c'est celle d'un coach qui est bien plus qu'un simple tacticien en fait. La communication n'est pas un à côté pour lui, c'est un outil stratégique à part entière. C'est la clé de la lecture de cet article. Il illustre parfaitement l'évolution du rôle d'entraîneur au XXIe siècle. Avant, l'entraîneur était surtout un expert technique. Aujourd'hui, il doit être un stratège, un psychologue, un communicant, un manager de crise. Il a endossé tous ces rôles en quelques minutes. C'est ça. Il a géré l'émotionnel, le rationnel et le tactique. Finalement, ce qu'on a vu à travers cette simple dépêche, ce n'est pas juste un entraîneur qui répond à des questions. C'est un leader qui utilise un moment de faiblesse apparente pour en fait renforcer l'identité profonde de son équipe. Oui. Il a refusé le problème qu'on lui tendait. Comment remplacer Koulibaly pour imposer sa propre affirmation? Voici qui nous sommes, une équipe de 28 titulaires. C'est le point essentiel. La crise n'est pas subie, elle est transformée en opportunité. Une opportunité pour un autre joueur de se révéler, bien sûr, mais surtout une opportunité pour la philosophie collective de se valider au moment le plus crucial.
Le véritable enjeu du match contre le Soudan, au-delà de la qualification, ça devient la preuve, par les faits, que cette idée de force collective n'est pas qu'un slogan. C'est une réalité. C'est un pari audacieux, mais s'il est gagnant, l'équipe en sortira mentalement beaucoup, beaucoup plus forte. C'est une belle leçon de leadership. La leçon universelle ici, c'est que le leadership le plus efficace ne consiste pas toujours à donner des réponses, mais à fournir un cadre de confiance, si solide que l'équipe se sent capable de trouver les réponses elle-même. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Une question qui dépasse l'article. On a analysé les mots, leur impact sur le public, sur l'adversaire, mais le vrai verdict, il se joue dans le silence du vestiaire, dans la tête du joueur qui va enfiler le maillot le lendemain. Oui. Pour lui, est-ce que ce maillot pèse plus lourd, chargé de la responsabilité de valider la parole du coach? Ou est-ce qu'il pèse plus léger, porté par la confiance absolue de tout un groupe? La réponse, elle n'est pas dans une salle de presse. Non. Elle est dans les 90 minutes qui suivent, sur le terrain.